Bonjour Martin Ruttersinger. Bonjour. C'est une guerre. Vraiment, c'est une guerre aujourd'hui dans le cyberespace. On le voit, chaque jour, des hackers s'en prennent à des institutions, à des ministères, à des aéroports. On dit parfois qu'il y a les Russes derrière. Vous avez enquêté, vous êtes spécialiste au journal Le Monde sur ces questions-là. Vous publiez Espionner, mentir, détruire. Comment le cyberespace est devenu un champ de bataille chez Grasset. C'est absolument comme un thriller, on va dire. On est entré dans une guerre. Bah oui, c'est en tout cas une forme d'affrontement depuis une quinzaine, une vingtaine d'années. On a des États qui se sont dotés de pirates, qui sont armés, qui sont formés, qui ont pour but de voler des informations, voire dans certains cas de détruire des systèmes, voire dans certains cas de manipuler les gens, notamment sur les réseaux sociaux. Et on a cet état de conflictualité un peu latent qui est un petit peu en dessous souvent de l'affrontement armé traditionnel, mais qui a vraiment empoisonné les relations internationales depuis 15-20 ans. Et parfois, c'est même le prolongement d'un conflit armé. On le voit en Ukraine. On le voit par rapport à ce que font les Russes aujourd'hui. aujourd'hui. Parce que souvent, d'ailleurs, je le disais, on accuse les Russes d'être les leaders, mais il y a aussi les Chinois, il y en a d'autres. Les Français sont actifs aussi? Alors, les Français sont actifs, comme la plupart des pays développés dans le monde, à des niveaux moindres et dans des techniques moindres ou des techniques différentes d'autres pays. Mais oui, aujourd'hui, la plupart des pays ont des capacités offensives, la plupart du temps pour collecter du renseignement. Et ça s'inscrit dans une histoire très très longue. On n'a pas attendu d'avoir des ordinateurs pour faire du renseignement. Simplement, là, il y a une révolution en termes de masse. On peut capter un nombre de renseignements et d'informations et de données numériques absolument colossal. Et donc, tous les pays du monde se sont engouffrés là-dedans. Et la France en fait partie aussi, même si c'est un secret absolu, c'est un des secrets les mieux gardés de la République. Que font les pirates d'État français? C'est un des secrets les mieux gardés. Parce qu'on pourrait se dire, effectivement, les Russes ont pris de l'avance, les Chinois ont pris de l'avance, ce ne sont pas toujours des modèles de démocratie, et les démocraties, justement, seraient en retard. Ce n'est pas forcément la vérité. Alors, en fait, simplement que la Russie, elle poursuit des objectifs de politique internationale qui sont pas exactement les mêmes que, par exemple, ceux de la France. Elle n'a aucun problème à manipuler les populations dans d'autres pays. Elle n'a aucun problème à couper l'électricité en plein hiver en Ukraine, et ce, avant le conflit. Elle n'a aucun problème pour envahir un pays voisin. Donc, elle est forcément sur des modalités d'action qui sont très différentes. Elle n'hésite pas à saboter, elle n'hésite pas à manipuler. Normalement, la France est sur un mode d'opération qui est un petit peu moins agressif, même si elle ne s'interdit pas, dans le contexte d'un conflit armé, de manipuler les soldats adverses, de faire des campagnes sur les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup plus, normalement, beaucoup plus limité et beaucoup plus civilisé. On est capable de se défendre aujourd'hui en France ou dans les pays en Europe, par exemple? Alors, il se trouve que la France, et on peut rajouter en Europe l'Allemagne ou le Royaume-Uni, sont dans le peloton de tête des pays qui se défendent le mieux, qui ont des experts de très haut niveau, qui sont extrêmement compétents et qui peuvent s'appuyer sur un cadre juridique qui, quand même, oblige les entreprises sensibles, les administrations, et là on parle des ministères bien sûr, mais aussi des réseaux de distribution d'électricité, d'eau, etc., de se sécuriser. On voit bien qu'il y a des attaques. Pour l'instant, en France, on n'a pas... On a vu encore récemment même le ministère du numérique qui a été piraté, attaqué. Alors, en fait, cette attaque à laquelle vous faites référence, elle est pas si grave que ça. Elle est même assez habituelle. Elle a consisté à saturer les connexions du réseau interministériel de l'État de connexions de manière à empêcher ses utilisateurs de l'utiliser. Ça peut être très embêtant, mais ça arrive littéralement tous les jours, à des degrés divers. Pourquoi est-ce que cette attaque-là a été montée en épingle? Ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est la proximité avec les élections européennes? Est-ce que ils ont estimé que c'était le début de quelque chose de plus sérieux? En tout cas, les autorités ont communiqué tout récemment. Ça a été cité par Emmanuel Macron. Tout à fait, mais les autorités télévisées comme une preuve finalement de la menace que la Russie fait peser sur la France et donc la nécessité de soutenir l'Ukraine. Ah, tout à fait. Mais c'est sans doute pour ça. C'est sans doute pour ça que l'attaque a été aussi médiatisée. C'est peut-être un exemple parmi tant d'autres de l'état justement de conflictualité qui existe et de la pression que met la Russie sur les alliés de l'Ukraine, y compris dans le cyberespace. Pardon, on ne peut pas craindre plus grave? Bien sûr, on peut se dire, on pourrait prendre le contrôle aérien, on pourrait imaginer la prise de contrôle de centrales nucléaires, on pourrait imaginer une prise de contrôle, y compris au sein de l'armée. Tout à fait, d'autant que si on parle spécifiquement des Russes, ils ont prouvé par le passé avoir les compétences de pouvoir mener des actions destructives. Ils ont coupé le courant en Ukraine, ils ont mis à bas pendant la guerre le principal opérateur téléphonique du pays, ils ont tenté en 2016 d'empêcher les fonctionnaires d'être payés, ils ont fait perdre avec une attaque un demi-point de PIB en une journée à l'Ukraine. Enfin, ils savent faire. La question c'est, est-ce qu'ils veulent le faire en France ?
notamment, on peut penser par exemple pendant les Jeux Olympiques. Et l'autre question, c'est est-ce que la France est suffisamment bien préparée ? Et je pense que la France est relativement bien préparée pour faire face à ce type d'attaque. Il ne peut pas décider finalement d'influencer la prochaine élection présidentielle en France, par exemple. C'est-à-dire qu'au fond... Ils ont déjà essayé en 2017. Oui. Ça n'a pas marché, mais ils ont... Des fake news, des prises de contrôle. Finalement, on voit bien quand on dit espionner, mentir, détruire, qui est le titre de votre livre, que là, on est au cœur d'une bataille, peut-être qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à se dire qui sont ces hackers, pourquoi, et ça coûte très cher, j'imagine, des mises en place comme ça d'attaques. Et derrière, voilà, comment on peut s'en protéger ? C'est un enjeu incroyable. Alors, vous parlez du prix, en fait, il faut aussi le relativiser parce que c'est un instrument de pouvoir assez peu onéreux quand on le compare à d'autres. C'est-à-dire que vous prenez 10 personnes extrêmement compétentes, vous les faites travailler pendant plusieurs années. En fait, c'est beaucoup moins qu'un n'importe quel programme d'armement, que n'importe quel programme diplomatique. Donc, c'est aussi le cyberespace, c'est aussi c'est aussi l'arme du faible au fort. Il est facile d'attaquer, de se cacher, de rendre ces attaques un petit peu intraçables ou difficilement traçables. Donc en fait, c'est aussi un instrument moins cher que d'autres instruments de pouvoir. Oui. Alors vous parlez dans ce livre, vous êtes sur TV5 Monde, d'une attaque, parce que TV5 Monde a été un jour la cible d'une attaque informatique massive de hackers. Vous le racontez, et au fond vous dites ça a été précurseur de quelque chose, cette attaque. On s'est retrouvé avec des écrans noirs, une prise de contrôle qui a été dramatique pour la chaîne. En fait, quand on regarde l'attaque à première vue, on se dit, voilà, c'est TV5 Monde qui est visé, ils veulent empêcher une chaîne d'émettre. En fait, quand on redéroule, notamment quand on regarde un peu les traces qui ont été laissées, ce qu'on sait maintenant du groupe qui a été à la manœuvre, on se rend compte qu'en fait, probablement, l'objectif était plutôt de faire une sorte d'opération psychologique qui visait non pas seulement TV5 Monde, mais tout le pays. Il faut remettre aussi dans le contexte, on est juste après les attentats de Charlie Hebdo, donc on est dans un moment très tendu sur le terrorisme, où la menace est vraiment très importante. Et que font les Russes dans l'attaque de TV5 Monde ? Ils font semblant d'être des djihadistes, ils inventent un cybercalifat qui en fait n'existe pas. Vous dites que ce sont les Russes qui ont en tout cas, c'est ce qu'indiquent les traces qui ont été retrouvées, qui ont été ensuite analysées, et c'est la conviction aujourd'hui des services de renseignement français. Là, la question c'est, ok, ils ont voulu faire passer un message, ils ont voulu faire peur. Pourquoi ? Là, il y a plein d'hypothèses qui peuvent être faites. On était par exemple en plein dans la négociation des dédommagements à la Russie suite à l'annulation de la vente de 2 porte-hélicoptères Mistral. C'était un agent qui dit que c'était une attaque extrêmement bien... un modèle du genre, c'était sans ironie. Oui, donc, parce qui a quand même coûté cher à être exécuté. Tout à fait. Ouais. Donc on se dit au fond pourquoi ? Mais voilà. Ça, c'est difficile, c'est pour mettre la pression sur la France, ça c'est sûr. Est-ce que c'est aussi, parce qu'il faut avoir en tête la manière dont fonctionnent les groupes de hackers étatiques russes, tous ne prennent pas directement et systématiquement leur ordre du Kremlin. Ils peuvent aussi se concurrencer entre eux, vouloir prouver leurs compétences. Ils peuvent aussi se dire, cette opération... qu'on n'avait peut-être pas anticipé, on a les moyens de la faire, et ça va peut-être faire plaisir au chef. Donc il y a tout un tas de motivations qui sont assez difficiles à décrypter aussi. Oui, c'est un véritable thriller votre bouquin. Hein. Non mais c'est vrai, c'est une enquête, ça fait peur presque, parce que là on rentre dans des canaux obscurs, avec y compris parfois des risques pour la vie de ceux qui sont derrière tout ça. Malheureusement, notre monde il est extraordinairement numérisé, les hôpitaux sont numérisés, la distribution d'électricité, la distribution d'eau. Donc c'est sûr que les menaces, quand on parle de menaces sur ces types de réseaux, oui, c'est des menaces qui peuvent potentiellement avoir des dégâts sur la vie humaine. Maintenant, il faut aussi remettre ça en perspective. Ce qui se passe dans le cyberespace en Ukraine, c'est grave, c'est important, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le champ de bataille, qui est évidemment bien pire et bien plus mortel. Oui, mais on voit espionner, le titre du livre, il y a des espions, quel rôle jouent les services spéciaux dans les différents États par rapport à cet espionnage. Derrière, il y a des hommes et des femmes derrière tout ça. Ah, tout à fait, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, c'est que souvent on se figure le hacker comme un adolescent en capuche, boutonneux dans le garage de ses parents. Ça peut être encore le cas, hein, mais aujourd'hui, les principales menaces et les pirates les plus évolués, c'est des soldats. C'est des officiers de renseignement, c'est des gens qui ont une formation technique officielle, hein, que la France va recruter dans les écoles d'ingénieurs, que les Russes font la même chose dans leurs propres écoles à eux. Les Américains, évidemment, ils ont aujourd'hui un énorme vivier de scientifiques dans lequel ils puisent allègrement. Israël, c'est la même chose, ils ont une industrie extrêmement forte qui fonctionne en symbiose avec l'armée israélienne. Donc c'est vraiment pas des gens cachés. Ils sont cachés, ils sont
secrets, mais c'est pas du tout des gens sans affiliation. C'est vraiment, ils ont un bureau, ils ont parfois un uniforme, ils répondent à des ordres, ils font des rapports, ils rendent des comptes aussi. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour replacer ça dans le contexte un peu. On n'est pas du tout dans l'adolescent dans sa chambre. Oui, oui, mais derrière, chacun peut se dire, avec un téléphone portable sur lui, je peux être espionné, je peux être une cible, on sait tout de moi, au fond, il en arrive, c'est vrai, à tout savoir de chacun. Oui, Parce alors que sur là, les tout téléphones... passe par le numérique, tout passe par des filtres sur lesquels on peut exercer un contrôle. Alors sur les téléphones, il faut quand même aussi se dire que pour rentrer aujourd'hui dans un smartphone moderne, il faut énormément de ressources, énormément de capacités, et c'est très difficile. Donc la personne qui n'a pas de raison d'être surveillée par un service de renseignement très bien doté, n'a pas trop à s'en faire de se faire espionner son téléphone par un État. En revanche, oui, vous faites allusion à la collecte de données personnelles, mais là, on sort... des raisons commerciales. On sort de l'étatique, on est vraiment sur aujourd'hui, le modèle économique du numérique, c'est la collecte de données personnelles, c'est l'exploitation des données personnelles, et celle-ci, elle continue et elle fonctionne parfois même en symbiose avec la surveillance étatique, parce que quand vous avez des données, l'État peut aussi demander à l'entreprise de les lui fournir. Oui, mais derrière, il y a aussi les fake news, il y a aussi vous l'avez dit, les manipulations qui arrivent sur votre téléphone portable, c'est-à-dire des fausses informations, l'intelligence artificielle. On rentre dans un monde qui est incroyable, et on ne sait pas trop d'ailleurs. On y rentre sans trop savoir vers quoi on va, en fait. Ces questions de manipulation, c'est un peu la nouvelle frontière, entre guillemets. Alors, c'est à la fois une nouvelle, et elle n'est pas vraiment nouvelle, mais des attaques informatiques. C'est qu'aujourd'hui, et c'était le cas avec TV5 Monde, et c'était en ça qu'elle était un peu précurseur, c'est que aujourd'hui, on cherche aussi à attaquer le débat public, la perception, cette idée qu'il y ait une vérité commune, négociée commune, et sur laquelle on puisse se débattre. Là, aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, et la Russie en fait partie, qui ont pour objectif de saper cette fondation du débat public avec des fausses informations, mais c'est plus complexe que des fausses informations parfois. C'est aussi de vraies informations qui sont divulguées à un moment clé, qui sont diffusées et augmentées artificiellement. Donc c'est très compliqué parce qu'en fait c'est aussi une attaque qui prend la démocratie à son propre piège, parce que une démocratie, c'est aussi le débat, c'est aussi des gens qui sont pas d'accord, c'est aussi le droit de raconter des conneries. Et donc, les Russes adorent ça et arrivent particulièrement bien à s'insérer dans ce débat public numérisé. Et c'est très difficile de s'en prémunir. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous. Untersinger. Espionner, mentir, détruire, comment le cyberespace est devenu un champ de bataille. C'est publié chez Grasset, c'est absolument passionnant. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.